Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de cinéma. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis pas du tout un cinéphile, je suis un fan de fantasy et je considère le cinéma comme un média parmi tant d'autres pour représenter ou adapter de la fantasy. Je considère le cinéma comme un grand art, mais lorsqu'il s'agit d'adapter de la fantasy, il peut être un art un peu capricieux. Et ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est pourquoi selon moi le cinéma est le média le plus important de la fantasy, mais également celui qui l'adapte le plus difficilement. Et lorsque je parle de cinéma, je vais vouloir surtout parler de cinéma et de séries de live action, c'est-à-dire des œuvres où on utilise des acteurs pour jouer les personnages. Ça va s'opposer à l'animation, ou, comme les personnages l'appellent, les dessins animés. Cette réflexion que j'ai eue a pris naissance il y a déjà quelques années, lorsque j'ai réalisé que depuis 2019, finalement, à part les Anneaux de pouvoir qui sont des œuvres inspirées de Tolkien, donc que j'ai forcément appréciées, ma prochaine vidéo sera une critique des Anneaux de pouvoir, donc attendez de la voir pour me critiquer tout de suite dans les commentaires. Donc à part les Anneaux de pouvoir, aucune des œuvres de live action m'ont vraiment marqué. Si je réfléchis depuis 2019 quelles sont les œuvres qui m'ont le plus impacté, je vais penser à Arcane, je vais penser à X-Men 97, au Spider-Verse, à Attack on Titan, ou encore pour Star Wars, à la saison 7 de Clone Wars. Et chacune de ces œuvres-là sont de l'animation. Et même récemment, un film d'animation sur Netflix, K-Pop Demon Hunter, qui a été une énorme surprise. Et donc, ça ne veut pas dire que je considère que tout ce qui a été fait en live action est mauvais. Il y a des films comme Wolverine et Deadpool que j'ai beaucoup aimé, il y a des séries comme The Mandalorian que j'adore beaucoup. D'un côté, un Boba Fett chromé et un bébé Yoda, je pense que même si on les faisait cultiver des endives, je trouverais ça passionnant. Donc, pour schématiser ça un peu plus clairement, vous allez peut-être le voir, vous devez peut-être le deviner, je suis un peu un bisounours de la critique. Et pour moi, même aujourd'hui, toute œuvre Marvel, Star Wars, je vais lui mettre grosso modo un 15 sur 20. Et ce qui m'étonne, c'est que le live action n'a pas réussi à aller plus haut que ça. Là où des œuvres comme Attack on Titan ou Arcane, ça va taper le 19 sur 20. Et même au-delà des animations, même les jeux vidéo, pour ne citer que Cyberpunk et God of War, ce sont des œuvres qui m'en ont mis plein la vue. Mais je réalise que je n'ai plus vraiment la hype pour me réjouir d'un projet de live action. Et ça m'a poussé finalement à me demander pourquoi cela. Et jusque là je vous ai donné que mon opinion subjective qui est sûrement pas la vôtre. Et donc je vais maintenant amener finalement les difficultés que peut avoir le cinéma de live action à adapter de la fantasy. Et je vais voir 5 points avec vous. Le tout premier, c'est un coût important. Il faut savoir que la fantasy, pour la rendre réaliste au cinéma, il va falloir passer à la caisse. Et ça seulement déjà pour les effets spéciaux. Par exemple, ça c'est un Hulk et ça c'est un monsieur peint en vert. Pas la même chose, pas le même effet. Et donc, vu que ça va être un coût colossal pour les studios de production, ils vont vouloir prendre aucun risque. Et donc, ils ne vont miser que sur des œuvres de fantasy qui ont déjà une communauté de fans bien établie. Et dans le processus de création, c'est quelque chose qui met un frein parce que tu es obligé de te limiter à une petite poignée d'œuvres de fantasy qui ont déjà un succès colossal et qui ont une grande communauté de fans. Une autre difficulté que va avoir la fantasy au cinéma, c'est une double suspension d'incrédulité. Cette notion, je vous en ai déjà parlé, elle a été développée par Samuel Coleridge en 1817. C'est un contrat entre le spectateur et le réalisateur qui consiste à ce que le spectateur mette de côté son réalisme pour accepter une œuvre de fiction où il existe de la magie ou du surnaturel. Ça, c'est l'appliquer la suspension d'incrédulité à la fantaisie. Mais de base, la suspension d'incrédulité, c'est pour le cinéma. Pour le cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire que ça va être des acteurs comme vous et moi qui vont devoir vous convaincre qu'ils sont des héros, des héros imaginaires. Et c'est là où le choix d'acteurs pour la fantasy est capital, surtout que dans la fantasy, la plupart du temps, c'est des adaptations. Et je vais vous donner l'exemple, par exemple, de Captain America. Captain America, c'est mon deuxième Vengeur préféré, après Luke Cage, qui a porté une série d'Avengers, qui est encore aujourd'hui une de mes séries de comics préférées. Mais Captain America, j'ai toujours adoré, et je considère que Chris Evans a toujours fait un gros travail en tant que Captain America. Néanmoins, pour ma part, j'ai dû attendre 2013 et le Winter Soldier pour vraiment voir Chris Evans comme Captain America. Pourquoi? Parce qu'en tant que grand fan de Marvel, en tant que grand fan des 4 Fantastiques, pour moi, Chris Evans, c'était Johnny Storm, c'était la Torche Humaine. Et pour moi, Chris Evans a fait un très bon Johnny Storm, mais Johnny Storm est un personnage très puéril. Et quand il a pris le rôle de Captain America, pour moi, tout ce que je voyais, c'était Johnny Storm qui avait le costume de Captain America, et un costume en plus extrêmement ridicule. Donc c'était très difficile pour moi de voir Chris Evans comme Captain America, alors que maintenant, j'ai aucun problème. Et dans la fantasy, c'est quelque chose d'assez récurrent, parce que la plupart de la fantasy sont des adaptations.
Donc il y a une quantité de fans qui ont des images, des conceptions de certains héros, et le choix de ton acteur est capital. Ça peut être un succès colossal, comme ça peut être un désastre monumental. Et pour ça, je vais vous parler de Borderlands. Alors Borderlands, c'est une série de jeux vidéo que j'apprécie particulièrement, et donc si vous regardez cette vidéo dans le mois qui suit, il est fort probable que je sois en train de jouer à Borderlands 4. Et donc quand ils ont choisi finalement les acteurs pour les personnages du film Borderlands, ils ont fait des choix qui étaient extrêmement perturbants. Et donc quand j'ai vu la bande-annonce du film Borderlands, je l'ai pas du tout accroché. Et c'est pas une question de pas aimer les acteurs. Cate Blanchett, j'adore. Bon, le fait qu'elle ait joué Galadriel, pas celle-là, la première, ça a beaucoup joué au fait que j'adore cette actrice, et Kevin Hart est un très bon acteur que j'apprécie beaucoup. Mais les personnages qu'il devait jouer, donc Lilith, qui est un peu le personnage central de Borderlands, et Roland, qui est un peu ce qui s'approche le plus d'un Captain America dans Borderlands, c'est sûr que Kevin Hart et Cate Blanchett, c'était pas du tout les choix qui m'arrivaient en tête quand j'imaginais des acteurs jouer ces personnages. Et ce que je veux dire, c'est que même si ça peut être cruel, même si ça peut sembler être du délit de faciès, ce qui est un peu le cas, pour des fans et pour des personnes qui vont être spectateurs, ça joue énormément, et c'est une critique entendable. Alors maintenant, faites attention, ce qu'il faut faire, si comme moi vous n'avez pas du tout pu vous lancer dans l'immersion de Borderlands, le film, parce que les acteurs s'éloignaient trop des personnages avec lesquels j'ai grandi, ça n'empêche pas que la seule chose à faire, c'est juste de ne pas regarder, parce que ça ne m'intéresse pas intrinsèquement. Par contre, je ne cautionne pas du tout les gens qui vont faire des insultes, qui vont faire du harcèlement sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas contents de l'acteur choisi. Encore une fois, vous êtes spectateur. Si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne le regardez pas. Insulter les gens, c'est pas bien. Une autre difficulté qui va arriver, c'est le fait que le cinéma de live action nous propose souvent des adaptations trop similaires. Et pour expliquer ça, je considère que pour adapter de la fantasy, l'idéal, c'est les livres et les jeux vidéo. C'est quelque chose qui est assez riche parce que l'auteur dans la littérature, il fait ce qu'il veut. Il exprime son univers de la manière dont il veut, et d'un auteur à un autre, en fonction de son style, en fonction de son rythme, tu vas avoir une expérience inédite à chaque œuvre de fantasy. Dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Tu as un équilibre entre raconter l'histoire et la période de gameplay, c'est-à-dire jouer avec le personnage. D'un jeu vidéo à un autre, il y a une grande variété, il y a un rythme différent, et chacun peut trouver chaussure à son pied. Pour ce qui est de l'animation des comics ou des mangas, alors je connais moins les mangas, mais tu as quand même une structure assez établie, c'est-à-dire qu'un épisode d'animé dure 20 minutes, que chaque comics a finalement une structure établie, mais en fonction des diversités artistiques et la liberté que peut apporter les dessins, ça te permet de créer des univers complètement différents, en ambiance ou en style artistique. Mais le cinéma va être plus problématique, parce qu'il y a un cahier des charges extrêmement rigide. Tu dois faire 2 heures ou 2h30 de film, tu dois avoir une romance quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas dans l'œuvre originale, tu dois avoir une scène d'action au milieu du film, même si elle n'est pas dans les œuvres originales. Donc ça peut être très bien géré, comme dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours de Peter Jackson, mais ça peut être quand même moins pertinent quand on regarde dans Harry Potter 6 et L'attaque du terrier. Et donc le problème que va avoir le cinéma pour la fantasy, c'est pour ceux qui lisent beaucoup de fantasy, vous connaissez vraiment les clichés qu'on peut entendre. Et moi, qui en ai fait mon activité principale d'écrire de la fantasy, quand j'en parle à autrui, c'est vrai qu'il y a souvent les mêmes clichés qui ressortent. C'est que la fantasy, c'est des gentils qui sont gentils, qui combattent des méchants qui sont méchants. Et c'est vrai qu'en surface, c'est assez cliché. Et la richesse et la diversité de la fantasy, on va le retrouver dans une multitude de petits détails, que ce soit sur un personnage, que ce soit sur une contrée, sur un pays, sur une race spécifique, ou sur un lore riche avec une multitude d'événements historiques captivants. Et quand tu accumules toutes ces petites spécificités, ça va te créer une diégèse unique, et ça va te permettre de découvrir un univers inédit. Et si je vous montre toutes ces étoiles et que je vous dis chacune de ces étoiles est une œuvre de fantasy, le cinéma, quoi qu'il arrive, il va essayer de faire rentrer ces étoiles dans un moule circulaire. Et tu vas perdre énormément de spécificité à un univers de fantasy donné. Par exemple, quand j'étais gamin, j'adorais la licence de Lance Dragon qui a été initiée par Wes et Hickman en 1984, et j'aurais adoré une adaptation, mais je vois pas aujourd'hui comment une adaptation au cinéma des Lance Dragon peut apporter quelque chose de différent, même surpasser Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et maintenant, je vais vous parler de l'immersion dans le cinéma, qui est pour moi une immersion extrêmement passive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque tu vas être en immersion dans un jeu vidéo ou un jeu de plateau, tu vas être directement impliqué dans le déroulement de l'action, en jouant les personnages. Dans les livres, dans les comics et dans les mangas, par ton appropriation et par ton imagination, tu vas être acteur finalement de l'image initiée par les auteurs. Et le cinéma, même si moi je suis quelqu'un qui vit ça le plus activement possible,
Bon, ça ne veut pas dire que je gueule dès que je vois une épée laser s'allumer, mais je ne laisse absolument rien perturber mon visionnage. Mais il n'en reste pas moins que tu es extrêmement passif. Alors pour le coup, si le film est génial, tu passes un super moment, mais si le film n'est pas bien, là, ça critique fort, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément choqué, c'est la virulence avec laquelle on critique des œuvres cinématographiques. Et je vais vous donner l'exemple d'une critique que j'ai lue sur Fast 10. Fast 10, c'est le 10e film de Fast and Furious. Donc la critique, c'était, de toute façon, Fast and Furious, depuis le 7e, c'est de la merde. Déjà, pas très constructif. Bon, si on explique ce que dit ce monsieur a regardé l'épisode 7 de Fast and Furious, il a pas aimé. Il a regardé l'épisode 8 de Fast and Furious, il n'a pas aimé. Il allait regarder l'épisode 9 de Fast and Furious, il n'a pas aimé. Et là, il s'est dit, je vais aller regarder l'épisode 10 de Fast and Furious, et contre toute attente, il n'a pas aimé. Et vous voyez le problème que j'ai, c'est que juste de raconter l'histoire de ce monsieur, je la trouve malaisante. Au bout d'un moment, la responsabilité du mauvais moment que tu as passé devant ce film, je ne sais pas si c'est à cause de la mauvaise qualité du film, étant donné que c'est toi qui as appuyé sur le bouton play pour la 4e fois de suite, alors que tu n'aimes pas ça. Et évidemment, dans la littérature, il y a des livres que tu ne vas pas aimer, il y a des livres que tu ne vas pas finir, et tu vas dire que tu ne les as pas aimés, mais ça n'empêche pas que tu ne vas pas les critiquer avec la même virulence. Et c'est peut-être la rivalité cinéma-littérature qui parle, même si je ne suis pas sûr que ça existe, mais honnêtement, les cinéphiles, vous êtes des drama queens, quoi. Ce film m'a donné envie de vomir, ce film est un crime contre l'humanité, ce film est une honte nationale. Calmez-vous, faut pas se mettre dans cet état. Surtout que nous, quand on arrête un livre, ça fait genre 5 heures qu'on est dessus et qu'on n'a pas accroché. Vous, c'est un film d'1h30. Alors je sais que c'est YouTube, je sais que faut toujours escalader, faut toujours faire plus, faut toujours être plus dans le sensationnel, mais je trouve que c'est quelque chose qui est un peu malsain. Et pour ma part, vu le format de mes vidéos quand j'ai voulu me lancer sur YouTube, j'ai beaucoup regardé le contenu du cinéphile qui se filme et qui parle d'œuvres. Et j'ai été hyper mal à l'aise devant leur contenu. Si tu regardes le contenu de la plupart des cinéphiles aujourd'hui, 90% de leur contenu est négatif. 90% des miniatures sont des propos qui sont complètement disproportionnés par rapport à ce dont tu parles, c'est-à-dire un film. Et je trouve que le problème que tu peux avoir, c'est que tu es censé parler de quelque chose qui te passionnait à la base. Et c'est devenu vraiment un concours à l'insulte. Et le dernier point que je voulais traiter avec vous, c'est le questionnement du référentiel humain. Alors ça va être quelque chose qui va être assez subjectif, qui va être énormément subjectif, mais c'est quelque chose, quand on adapte de la fantaisie, les prouesses de nos héros sont limitées par notre condition humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde de l'animation, et c'est surtout dans l'animation que ça va se manifester, quand Ahsoka fait un saut comme ça, c'est stylé. C'est stylé. On y croit. On peut mettre beaucoup plus de distance avec le réel quand on est dans de l'animation. Par contre, quand tu vas voir le live action, tu vois, juste cette chute-là, moi je trouve qu'elle est bizarre. Elle est bizarre parce que la réaction de l'actrice te semble un peu décalée avec les prouesses humaines que tu sais possibles ou pas. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement subjectif. C'est-à-dire que pour ma part, j'adore l'animation parce que je peux prendre plus de distance avec le réel et pouvoir profiter de prouesses physiques ou magiques qui n'ont aucune limite technique. Alors que, inversement, je vais donner l'exemple de mon père qui, lui, n'aime pas l'animation, parce que ce qu'il apprécie dans des œuvres de fantasy, des œuvres surnaturelles, c'est de voir des acteurs comme vous et moi accomplir quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être moins spectaculaire, ça peut être moins incroyable, mais c'est important pour lui qu'il y ait ce lien entre l'acteur humain et le spectateur humain. Donc là, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Mais la réalité, pourquoi ça peut être une contrainte, pareil, dans le processus de création, le réalisateur sait qu'il va être limité par des réalisations techniques. Et par exemple, faire un live action de Dragon Ball Z, ça n'a aucun sens et ce ne sera quasiment jamais fait ou jamais un succès. Parce que ça, c'est stylé, tu arrives à y croire, mais ça, c'est bizarre. T'as du mal à te dire, waouh, c'est épique ce que je regarde. Et maintenant, vu que je vous ai exposé un peu les difficultés que peut avoir le cinéma live action à adapter de la fantasy, je vais revenir avec vous sur pourquoi je considère que c'est le média le plus important. Premièrement, le cinéma, c'est l'art le plus démocratisé dans notre société. C'est celui que beaucoup de personnes consomment. C'est aussi un des rares arts que tu peux consommer à plusieurs. Ça veut dire que c'est beaucoup plus simple pour toi de motiver ta conjointe ou ton conjoint à aller regarder Un Seigneur des Anneaux plutôt que de lui dire tiens, lis tout Tolkien. Donc c'est quelque chose que tu peux partager. Et c'est quelque chose d'assez court, vu que c'est 2h, 2h30, donc c'est beaucoup plus simple de te consacrer dans ce divertissement plutôt que quelque chose qui te consomme beaucoup plus de temps. Donc le cinéma, c'est la porte d'entrée idéale dans tous les univers de fantasy. On peut considérer les 11 heures de Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux comme un trailer pour découvrir Tolkien. Mais autre chose qui fait que le cinéma est quelque chose de très important, c'est qu'au-delà d'être la porte d'entrée, c'est,
comme je l'ai dit, un média qui a énormément de contraintes pour adapter de la fantasy, mais lorsqu'il transforme ses faiblesses en force, c'est un spectacle incroyable. Et tout le monde se rappelle la passivité dans laquelle on était quand on était assis sur notre siège de cinéma à découvrir des chefs-d'œuvre incroyables et des scènes qui resteront avec nous jusqu'à nos derniers jours. Et c'est ça la force du cinéma. Et si je continue à croire que le cinéma est si important dans la fantasy, pourquoi j'ai perdu cette motivation, cette hype de découvrir des nouvelles œuvres de fantasy? Je pense que déjà, après 2019, Endgame a mis la barre très haute et que ça va être très dur à égaler dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Je pense également qu'il y a une grande influence de Game of Thrones. Je parlerai de Game of Thrones dans 2-3 vidéos. Et même si la fin de série a déçu quelques fans, ça a été un succès colossal, ça a été quelque chose de monstrueux. Et donc on va avoir beaucoup de chaînes de streaming ou de studios de production qui se disent bah la fantasy, ça peut marcher. On veut créer le même phénomène que Game of Thrones. Et si tu as le choix entre essayer de trouver l'œuvre parfaite, d'en faire une adaptation sur mesure, ou de te dire bah il y a Game of Thrones, il y a le Witcher, ça ressemble un peu, donc on va faire une série Witcher où on va essayer de faire tout comme Game of Thrones, bah tu choisis la deuxième option. Et cette option, elle est logique. Tu fais ça parce que tu veux plaire à les 90% de personnes qui ont aimé Game of Thrones, quitte à délaisser les 10% de fans hardcore de fantasy. C'est quelque chose que je comprends, mais c'est quelque chose qui malheureusement me déçoit un peu. Parce que quand on regarde le Witcher ou l'univers du Witcher, c'est pertinent de choisir le Witcher pour faire du Game of Thrones-like. Tout le monde dit, et c'est une réalité, que le Witcher 3, qui est un jeu vidéo, est le Game of Thrones du jeu vidéo. Et c'est vrai. Tu as une ambiance extrêmement sombre, et donc tu pourrais te dire, avec tous les enjeux politiques qu'il y a, ça va être comme Game of Thrones. Sauf que le problème, c'est que dans Game of Thrones, tu suis les nobles, tu suis les personnes qui sont au pouvoir, les personnes qui finalement font la course pour savoir qui finira sur le trône. Dans le Witcher, c'est l'inverse. Tu as des intrigues politiques, mais tu suis la seule personne qui n'en a rien à foutre des enjeux politiques. Geralt va de temps en temps être impliqué ou être entraîné dans des conflits politiques, mais le but du personnage de Witcher, c'est d'être toujours à l'extérieur de ces enjeux politiques. Et quand tu vas faire la série de fantasy de Witcher sur Netflix et que tu vas vouloir faire du Game of Thrones-like, bah le problème c'est que dans l'univers de Witcher, la seule personne qui n'a rien à faire dans des débats politiques, c'est Geralt. Et on se retrouve avec une série où le personnage principal, Geralt, n'est quasiment pas présent. Parce que dès qu'il y aura de la politique, il n'y aura pas ton Witcher préféré. Et c'est ça qui est un peu en décalage finalement avec ce qu'aurait dû être l'adaptation d'un Witcher. Et autre chose que je trouve qui est très pénalisant dans les séries de fantasy aujourd'hui, c'est que je considère, peu importe laquelle, qu'elles sont beaucoup trop longues. Alors c'est assez contradictoire parce que finalement je me plains parce qu'en 2h30 de film, t'as pas le temps d'explorer tout l'univers des livres de fantasy. On se dit, dans la série, normalement, tu as beaucoup plus de temps, bah, ça devrait être plus pertinent et tu pourrais beaucoup plus explorer l'univers. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la fantasy, il y a une différence entre étendre ton univers, élargir ton univers et le diluer. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on dilue l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, diluer ton univers? Bah, dans une série comme par exemple Les Anneaux de Pouvoir, tu vas avoir dans le conflit avec Sauron 4 ou 5 événements majeurs. Et plutôt qu'essayer de les condenser dans 1 ou 2 saisons, tu vas te dire, bah, j'ai un événement majeur, ça va faire une saison. Et donc tu vas énormément le diluer, parce que le rythme va être en fait lent. Et le rythme que j'ai toujours adoré, que je trouve génial pour la fantasy, c'est celui des 3 premières saisons de Viking. Viking qui est une de mes séries préférées avec Game of Thrones. Dans les 3 premières saisons de Viking, tu vas avoir 4 ou 5 allers-retours en Angleterre, Ragnar va s'opposer à 3 opposants nordiques, et tu vas avoir même le temps de faire un aller-retour à Paris. Donc le rythme est là, tu as le temps de découvrir l'univers, tu es en immersion, mais le rythme te maintient dedans. Tu n'as pas de sentiment de longueur, ça s'enchaîne rapidement. Je pense que les showrunners, pareil, essaient de miser sur trop de saisons dès le début. Et quand tu te retrouves avec 5 saisons des Anneaux de Pouvoir, une qui va être région, une qui va être ceci, une qui va être cela, bah, le problème c'est qu'après tu dois meubler, et c'est ce qu'on ressent dans la série. Tu devrais te fixer une série moins longue, mais où tu sais que tu vas mettre un bon rythme dedans pour garder les gens dans l'immersion. Le fait de trop retarder ça, bah, ça peut disperser les gens. C'est là où mon côté un peu hypocrite intervient, c'est que de mon côté, je pense objectivement que la fantasy a besoin de moins de saisons dans une série, mais je suis le premier à être content quand tu as 25 épisodes de série qui est tout seul dans le désert, ou tu me fais une série où les hobbits se la coulent douce sans compter, je vais adorer aussi. C'est juste que je peux comprendre, et c'est ce que je ressens, que même si je passe un bon moment devant les séries de fantasy, je n'ai plus l'hype, je n'ai plus l'enthousiasme que je peux avoir devant certains films ou séries d'animation. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, je vais enchaîner là quelques vidéos où je vais critiquer des œuvres en particulier, des œuvres que j'apprécie particulièrement. Et je vais commencer par Les Anneaux de Pouvoir. Donc, en attendant, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous,
Ciao. Wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life.